Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bénézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Caroline, bienvenue. Bonjour Baptiste. Je suis ravi de te recevoir dans le podcast. Alors, je vais te présenter rapidement et puis après je te laisserai compléter ton parcours. Tu es entrepreneur depuis 2013. Tu accompagnes des organisations principalement sur des sujets de transformation. J'ai vu que tu étais aussi conférencière, animatrice d'événements RH. Et enfin, j'ai vu que tu avais coécrit un livre qui m'intéresse beaucoup, que j'ai à côté de moi. Je le montre pour les gens qui regarderont la vidéo peut-être, qui s'appelle Le Guide du futur des RH et du management. Et je te passe la parole pour te présenter, puis après on va aller explorer le futur ensemble et voir aussi en quoi le learning et où le learning a sa place dans le futur des RH et du management, si ça te va. Ça me va parfaitement. Tout ce que tu as dit est vrai. Peut-être quelques éléments à rajouter qui sont sur mon historique. Du coup, avant 2013, j'ai été 14 ans en CDI et j'ai surtout œuvré à des projets où il y avait forcément l'ingrédient digital au centre. Donc, j'étais sur des postes de production de sites internet, de production de services multimédia mobiles, comme on disait à l'époque. Et puis, j'ai été aussi sur tout ce qui était campagne de publicité, brand content sur le digital, stratégie social média, plutôt du côté agence cette fois. Donc, en gros, mon parcours, c'est à la fois d'avoir été chez l'annonceur, comme on dit, donc comme chez Orange par exemple ou chez Ubisoft, et d'être aussi, d'avoir eux aussi œuvré dans les agences médias comme Starcom par exemple ou Nextedia. Ok, très clair. Alors du coup, comment on passe du digital, de la communication à ces sujets RH, management, c'est quoi le lien entre ces deux sujets? Effectivement, bonne question. Déjà, c'était pas prévu. En 2013, quand je me suis lancée, j'avais juste prévu de former d'autres personnes à mon métier que j'avais déployé pendant 14 ans, qui était le marketing digital. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que les premières années, je me suis en même temps assez vite aperçue que je faisais la moitié du chemin, puisque les participants m'émettaient des blocages psychologiques, que je vous résume en quelques mots, avec quelques verbatims, du type « Mais les gens du digital, vous nous prenez de haut. De toute façon, je ne comprends rien à la tech. » Ou encore « En même temps, ce que tu nous dis là, ça va changer dans 6 mois. Donc, à quoi ça sert ?» Donc, une série en même temps de croyances, en même temps légitimes, mais en même temps limitantes. C'est-à-dire qu'avec cette croyance, forcément, tu as du mal à embarquer les personnes dans l'histoire et l'intégration du digital à leur métier et à leur business, quand même, et à la vision de l'entreprise. Donc, je me suis dit, il faut que je me spécialise dans tout ce que j'ai appris sur le tas, qui est comment mieux cohabiter avec une forme de perte de pouvoir, puisqu'en gros, c'est ça qui ressortait de leur verbatim, comment mieux cohabiter avec l'incertitude et une potentielle complexité apparente due à la technologie. Et donc, sur ces 3 points, moi-même, j'étais en développement personnel, donc je commençais un peu à découvrir justement cette notion de croyance limitante, alors sur bien d'autres sujets plus personnels, mais je me suis dit, finalement, c'est le même dans le milieu professionnel, c'est comment je peux contribuer à aider les gens à lever leurs croyances limitantes. Et donc, j'ai commencé à m'entourer de personnes, à faire des événements aussi, pour mieux comprendre comment on pouvait passer, et aider ces gens, et notamment avec une meilleure compréhension de la mécanique de notre cerveau. Donc, je me suis beaucoup intéressée aux neurosciences, puisque, en fait, on a 2 systèmes de gouvernance, et c'est là où ça devient intéressant. On a un système de gouvernance qui nous permet, en gros, de gérer le quotidien, de gérer des situations plutôt certaines et plutôt stables, ce qu'on a plutôt eu jusqu'en, quelle date je dis 2019-2020, même si déjà la transformation digitale était en marche. Et puis, on a un autre système de gouvernance qui nous permet de gérer des situations incertaines et complexes. Et comment, du coup, on aide les gens à opérer la bascule.
Et donc, à travers déjà une sensibilisation, ne serait-ce que comprendre que notre cerveau fonctionne de cette façon-là, c'est déjà une première sensibilisation. Et puis, au fur et à mesure, en fonction des entreprises, d'aller voir ce qui va faire que les personnes vont prendre conscience que oui, on peut travailler de façon différente tout en étant globalement à peu près serein, même dans un milieu incertain. Super clair. Et alors du coup, en général, effectivement, là, je vois bien le cadre. Est-ce que concrètement, tu aurais des exemples de programmes que tu as été amené à concevoir, animer avec des équipes? Euh, Ça m'intéresse aussi de savoir comment ça se met, enfin, ces principes-là se mettent en musique au quotidien avec les équipes que tu accompagnes, que tu aides. Oui, tout à fait. En fait, tu as 3 formats possibles aujourd'hui. Soit tu es dans l'inspiration et tu es dans la conférence, Mhm. soit et donc dès que tu expliques la mécanique du cerveau, tu peux aller potentiellement jusqu'à la connaissance un peu de toi, qu'est-ce qui fait qu'une personne est différente d'une autre. Alors, tu as plusieurs modèles à disposition sur le marché. Soit tu fais une conf atelier, qui est un peu un mix entre les deux, où tu fais 1 heure d'inspiration, et puis après, pendant 2-3 heures, tu es plus en interaction, tu vas créer des petits groupes, et tu fais travailler les gens, tu les fais travailler entre pairs, et tu les fais réfléchir à qui ils sont et comment ils fonctionnent. Et sinon, tu as un autre format qui est effectivement le programme de formation. Et dans les faits d'armes, je peux citer un programme qu'on a co-construit avec Emmanuel Vivier, qui est le programme d'accompagnement à la transformation business et culturelle du groupe TF1, qu'on a Ok. co-créé avec eux en 2015 à travers une mission de conseil, où en fait on a co-créé le sujet avec les collaborateurs et les managers. Pour te dire, on a fait en gros plusieurs ateliers de facilitation où on posait des questions très larges. Qu'est-ce qui vous stimule dans le digital? Qu'est-ce qui vous freine dans le digital? Quels sont les points de friction que vous avez déjà rencontrés? Quels sont les thèmes sur lesquels vous souhaitez être sensibilisé? Donc, tu vois, on était à la fois sur des questions du type expertise et à la fois sur des questions de type comportemental. On a été chercher un peu, tu vois, les stimuli et en même temps les tensions autour de ces sujets. Et donc est apparu un programme, enfin il n'est pas apparu, comme si j'avais une vision, tu sais. Moi, c'est un peu ça, remarque, hein. J'ai visualisé, enfin j'étais vraiment ravie d'avoir enfin un brief aussi ouvert pour pouvoir proposer un programme de 3 jours consécutifs. Ça c'est TF1 qui nous l'a imposé. Et nous, on était très contents de se dire qu'on a 3 jours pour transformer, plutôt que 6 demi-journées, tu vois, qui vont un peu se balader et où tu n'auras pas finalement ce sas où tu crées quelque chose et tu vas essayer d'aller transformer quelque chose chez les gens que tu accompagnes. Donc 3 jours consécutifs où on a à la fois JA, on a un peu mieux décrypté l'écosystème business, alors avec ce que ça implique du coup en termes de nouvelle vision du groupe TF1. Deuxième jour, c'était plus aller à la rencontre de soi, tu vois, neurosciences, etc., et des nouvelles façons de travailler. On allait leur faire visiter des startups ou des marques, des entreprises qui s'étaient mises à travailler de façon différente, à travers des méthodes agiles, à travers du plus transverse, à travers le côté, ok, on va pas sortir un produit parfait tout de suite, voilà. Et puis le troisième jour, on était sur expérimenter. Et là, ils étaient quasiment toute la journée en atelier pour, du coup, expérimenter. Alors, soit pour les journalistes, aller à l'extérieur se confronter à qu'est-ce que ce serait demain si on faisait un reportage. On était en 2016 quand je te parle de ça. En 2016 avec des lunettes Snapchat, une caméra 360 ou un téléphone mobile. Comment on fait un petit sujet de 3 minutes? Voilà. On leur donnait des sujets et puis ils devaient le faire le matin et l'après-midi on les accompagnait au montage de ce sujet. Et puis pour les équipes business, c'était des sujets plus autour du brand content, des enceintes connectées qui arrivaient et comment potentiellement TF1 pouvait développer des offres, des services sur ces nouveaux terminaux. Voilà, donc ça, effectivement, tu vois, c'est un programme où on a pu mélanger les deux. Et à chaque fois, enfin, les résultats étaient... Si tu veux, c'est un des rares programmes où les RH nous ont dit, mais les gens, ils nous demandent, en fait, le connect. Tu vois, et quand on est là, je pense que c'est le meilleur indicateur de succès d'un programme. C'est ce que j'allais te poser comme question, en fait, c'est comment tu mesures l'efficacité de ce genre de dispositif. Donc clairement, effectivement, le, le verbatim de tes clients internes ou des utilisateurs que tu as accompagnés là-dessus. Est-ce que tu vois d'autres choses, alors peut-être plus globalement à travers cette expérience, mais aussi d'autres que tu as pu avoir? C'est quoi pour toi au niveau du learning, je sais pas si c'est 5, 6 ou 3, 4 ingrédients clés à mettre absolument
sur la table si on veut se lancer dans un sujet de learning à l'échelle, parce que j'ai compris Mmh. qu'à travers cette expérience, il y avait beaucoup de monde mobilisé sur un instant, enfin sur un temps assez court. C'est quoi pour toi vraiment Ouais. les choses à ne pas oublier, ou alors les erreurs à ne pas faire, hein, tu prends Ouais, non, non, je vais ce le que tu prendre veux. dans les conditions à créer, je suis dans le positif. On retient mieux le positif. Le cerveau, il retient pas les trucs négatifs. Si je te dis: «Ne vois pas un éléphant rose», tu viens de voir un Oui, je éléphant vois. rose. Bon, voilà. Heu, donc la première chose, c'est le sens. C'est-à-dire, tu vois, un programme comme ça, un parcours, est-ce qu'il s'inscrit dans le sens et dans la vision de l'entreprise? À l'époque, le groupe était en transformation. Gilles Pélisson allait prendre la tête du groupe. On était dans ce programme s'insérait dans la vision du groupe TF1 face à un nouvel écosystème business qui, bien sûr, avait complètement changé. C'était plus du tout les chaînes de télé, les concurrents. Ça, c'est la première chose. C'est que ça s'inscrive dans un mouvement, dans une vision de l'entreprise et que ça soit porté à la fois, évidemment, par le comité exécutif, mais évidemment par l'ensemble des managers, qui, bien sûr, étaient aussi dans le programme. J'arrive donc au deuxième point. Un des rares, vraiment, c'est quasiment pour l'instant la seule fois que je l'ai vu, c'est une formation qui mélangeait de façon complètement aléatoire les managers et les équipes. J'ai jamais vu ça. Voilà, en général, tu as des formations pour les managers, des formations pour les collaborateurs. Troisième, c'est ce choix, vraiment, depuis le début, de se dire, ce programme, il est pour tout le monde. Donc, tous les collaborateurs sont passés dans ce parcours et avec des équipes mixées. Pareil, on ne disait pas, on va mettre l'équipe du juridique plus l'équipe de la finance. Non. Au même moment, on avait des gens du service client, des gens du service compta, on avait des vendeurs, on avait des marketeurs, on avait de tout. On avait fait des programmes différents juste par famille. La famille de la tech, la famille des journalistes, la famille du business, etc. Mais à l'intérieur, on avait toutes les fonctions. Et puis, bien sûr, c'est le après. C'est-à-dire, dans les conditions, c'est finalement comment derrière les managers et les collaborateurs vont continuer à porter ce qu'ils ont appris. Quelque chose est apprenant si tu l'utilises tout de suite la semaine d'après. Quelque chose est apprenant, ça c'est le cône d'apprentissage d'Edgar Dell. Si ce que tu viens d'apprendre, tu l'enseignes déjà à quelqu'un d'autre. Là, tu es au maximum du retour, entre guillemets, sur investissement et de l'efficacité de ton programme. Donc, c'est cette dynamique ensuite qui est hyper importante, indépendamment du sponsoring, du soutien manager en amont de dire faut aller à cette formation. Mais tu vois, le meilleur KPI que je t'ai dit, c'est vraiment le meilleur indicateur. C'est les personnes qu'on formait, ils étaient ambassadeurs de notre programme puisque derrière, ça a fait un tel buzz que voilà, il y avait des demandes de connect au RH. Et c'est vrai que le dernier point que j'ai cité, en général, c'est celui qui fait le plus défaut. Alors, quand on a lancé le programme Connect, il s'avère que, par chance, on avait aussi le programme d'intrapreneuriat à l'époque qui était en train de se monter. Et que du coup, vers la fin du programme, on avait une clôture autour de vous êtes informé sur ce programme d'intrapreneur, vous avez potentiellement eu des idées dans les différents ateliers, est-ce que vous souhaitez aller plus loin du coup dans cette idée? Tu vois, donc on avait une passerelle qui était déjà quand même assez forte, mais évidemment, tout le monde n'a pas envie d'être intrapreneur. C'était une de mes questions aussi. Alors j'ai bien compris, une fois que le programme est lancé, tu crées une boucle avec tes premiers ambassadeurs qui vont dire bah oui, il faut qu'on le refasse, il faut qu'on forme plus de monde sur ces sujets. Euh, Ma question c'est comment tu amorces la pompe, c'est-à-dire comment tu marketes a priori ton programme. Donc j'ai bien compris que là tu avais déjà un pipe de candidats ou un pipe de participants qui arrivaient du programme d'intrapreneuriat. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives que vous avez mis en place avec, je ne sais pas si c'est avec les responsables métiers ou avec les RH aussi, pour j'allais dire faire monter la sauce, en tout cas en parler et dire que ça allait être vraiment transformatif, donc fallait en être quoi. Alors, en fait, le programme d'intrapreneuriat, c'était plus quelque chose qui permettait, une fois que tu avais fait le programme, de te dire si tu veux continuer à être dans cette lignée de façon très efficiente, tu peux te renseigner et continuer au sein du programme d'intrapreneuriat, qui était entouré de coachs, du coup, où tu étais sur un vrai sujet avec des méthodes agiles. En amont, ce que j'ai oublié de dire pour répondre à ta question, c'est que le programme et la transformation du groupe étaient tellement structurantes que le parcours, à l'époque, était obligatoire. Donc c'est vraiment si tu veux, ça a été un choix d'entreprise de dire,
enfin, il y a eu quand même, si tu veux, de la part du groupe TF1, une volonté massive de dire que pendant ces années, donc ça a été 2016, 2017, 2018, on concentre le maximum de nos budgets formation sur ce sujet. Alors bien sûr, ça a été relayé en interne, ça a été porté par le président qui est arrivé quelques mois après, et voilà, c'est comme ça. Et ensuite, si tu veux, voilà, on avait même, enfin, c'était plus un sujet, voilà. Donc ça avait été bien sûr, en revanche, ce qui est très important, dialogue social à l'interne. Donc ça avait été partagé, élément très important. J'ai oublié de dire ça. On avait aussi présenté le programme et on avait pris les retours de la part des élus et de l'ensemble des organisations syndicales du groupe TF1. Donc, on les a aussi embarqués dès le début. Donc, ils savaient, on s'est retrouvés dans une réunion, on devait être, je sais pas, on devait être une bonne quinzaine, on était 2 avec Emmanuel, où vraiment, on leur a expliqué comment avait été construit le programme, qu'il avait été construit avec les participants, en fait, qu'il avait été validé ensuite, parce que non seulement on l'avait construit, mais ensuite on l'avait validé pour être sûr que ça correspondait à nos échanges, et eux-mêmes pouvaient apporter leur feedback. Super clair. Et effectivement, il y a un vrai, travail de fédération a priori pour que ça, Tout à pour que fait, ça se tout à transforme et que fait. ça ne devienne pas Oui, en plus des priorités ou se confronter aux priorités ouais, du je moment. dirais le sens, la co-construction et la fédération, Ok, qui sont les super clair. trois, voilà, 3 dimensions. Bon, avant qu'on se projette dans le futur des RH et du management, Mm. là tu nous parlais d'un super projet en 2015, 2016, 2017. Oui, Il s'est quand même passé des choses ouais, jusqu'à 2022, la ouais, période où on enregistre ce podcast. ouais. Si tu devais faire alors je sais pas si tu as des exemples plus récents de programmes que tu as montés, notamment dans ces années pandémiques où on a tous été à distance. Aujourd'hui, avec ce nouveau prisme de, on travaille en mode hybride, on se voit moins souvent. euh, à quoi tu fais ou à quoi tu ferais particulièrement attention si tu repensais, ou peut-être que tu as des expériences déjà de programmes similaires, en tout cas avec des enjeux similaires aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé et à quoi tu fais particulièrement attention Non. aujourd'hui quand tu conçois ces programmes de learning, de transfo Mm. à grande échelle? Alors, ce qui a changé, c'est que finalement, le côté, je vais dire positif, de tout ce qui nous arrive, c'est qu'il y a eu évidemment une digitalisation accélérée. Et que, tu vois, les premières verts paradigmes que je t'ai citées de 2013-2014 que j'ai eu dans mes formations, aujourd'hui, tu les as forcément moins. En tous les cas, d'un point de vue outil et process, puisque de toute façon, on a quasiment, enfin, pour les métiers concernés, hein, évidemment, je ne parle pas des personnes qui sont sur le terrain, mais qui, du coup, elles ont été projetées. Donc, tout le monde, finalement, s'est habitué à faire de la visio, ça nous a bien aidé, et finalement, ça nous a aidé un peu à ça, à remettre un peu de lien, j'ai envie de dire serein, entre la techno et l'humain. Parce que ça nous a bien servi. Sans ça, je ne sais pas comment on aurait fait pour travailler. Donc ça, c'est quelque chose qui est venu complètement changer, finalement, les thématiques, tu vois, sur lesquelles je peux intervenir et sur lesquelles mes clients, en fait, me disent, mais là, on a besoin. Et donc, en fait, les nouveaux besoins, ils se situent désormais, ils se sont un peu, je dirais, décalés. C'est-à-dire que le sujet, maintenant, c'est, OK, maintenant, du coup, il y a quand même de la distance un peu qui s'est créée entre toutes et tous. Il y a quand même encore un sujet autour des nouvelles techno qui est l'impact sur mon métier, l'impact sur mes compétences, qui est quand même le sujet qui est le plus lourd, parce que maintenant, on se dit, OK, moi, mon poste en 2030, est-ce qu'il existe encore? Et s'il existe encore, sous quelle forme? Ça veut encore dire un travail sur sa maîtrise et son pouvoir. Parce que les premiers à pas vouloir trop regarder le sujet, ça peut être les managers et les manageuses opérationnelles d'une entreprise. Parce que leur faire les fédérer autour de cette réflexion, c'est que déjà eux-mêmes doivent avoir fait le travail de mais si ça se trouve, je ne sers plus à rien. Ce qui a déjà été un sujet, quand tu leur parlais d'intelligence collective, mais attends, s'il y a de l'intelligence collective, moi je sers à quoi? Si c'est en fait les autres, etc. Ce qui a été encore plus un sujet quand il y a eu la distanciation et que pour certaines personnes qui pratiquaient potentiellement, je donne un exemple, je pourrais en donner une autre, le micromanagement, bah forcément à distance, tu as un peu moins de mains, hein, enfin un peu moins de loisirs de débarquer et de créer du micromanagement. Enfin, tu peux le faire par des SMS, hein, mais bon, c'est plus compliqué, ou par des emails, ou par les outils de visio, etc. Mais
Aujourd'hui, du coup, les sujets sont plus du côté de comment on continue à apprendre, donc apprenant permanent, et comment je crée une organisation, une culture apprenante. 2, je sens bien qu'il y a un peu moins d'empathie dans mes équipes. Je fais comment, Caroline? Comment je fais pour recréer de la bienveillance? Je sens bien que les emails, ils sont un peu moins sympathiques qu'avant. Il y a plusieurs raisons à ça, hein. Déjà, le multitasking, pardon. Quand tu fais une visio et qu'en même temps tu écris un email, il y a une chance sur deux que l'email, si t'es pas complètement concentré dessus, parce qu'en même temps tu regardais la visio, il soit pas dans la forme que tu aurais faite si tu avais été plus serein. Il y a plein d'explications à ça. Comment on fait pour que ça change et que ça réévolue dans le bon sens? Et là, le sujet central, en plus de l'apprentissage permanent, l'intelligence émotionnelle, c'est finalement la connaissance de soi. C'est la connaissance de soi pour se dire, ok, comment je recrée du sentiment d'appartenance, du sentiment, j'ai envie de dire juste du sentiment humain, tu vois. J'ai l'impression de faire un pléonasme, mais je suis obligée de dire les deux mots. Pour dire que ça, je pense qu'on l'a perdu. Tu vois, moi, je vois beaucoup moins, depuis 2 ans, je vois beaucoup moins de gens. Enfin, je fais tellement de choses en visio. Et là, j'avais l'occasion de revoir des gens en vrai, là, juste avant de faire le podcast. Et tu vois, je regardais les personnes et ah oui, je suis en train de les voir en vrai, en fait. Tu vois, notre cerveau, non, mais c'est vrai, notre cerveau. Et puis maintenant, on se pose la question de se dire, est-ce que ça vaut le coup que je me déplace? Avant, on se posait pas la question. On se déplaçait forcément. Il n'y avait pas de question. Donc maintenant, on peut se dire, ok, c'est un effort quand même, etc. Donc, comment tu recrées du lien, comment tu recrées du sentiment humain. Et ça, effectivement, du coup, voilà, j'ai beaucoup plus de sujets. Donc, si demain, je devais complètement refaire un connect, tu vois, pour TF1 de fond en comble, et si j'évacuais quelque part le sujet business, qui est toujours malgré tout existant, je serais évidemment je serais centrée sur les 3 compétences, avec au centre la connaissance de soi, donc l'apprentissage permanent, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence collaborative. Ok. Et en termes de modalité, tu arriverais à mixer les choses avec du distanciel, du présentiel? Est-ce qu'il y a des choses que tu conserverais absolument en présentiel? Non, tu peux faire des choses, tu vois. J'ai été étonnée moi-même d'être interrogée sur un module d'e-learning d'intelligence émotionnelle. Tu te dis, oh, quand même, waouh. Bon, après, j'ai eu la chance de le développer avec MyMojo et Cumulus, et c'est vraiment un module interactif. Donc, tu as vraiment des choses à faire, tu vois. Toutes les 5 minutes, il se passe quelque chose. Soit tu as un quiz, soit tu as une fiche informative, soit ça ouvre un petit audio en plus, une petite vidéo, donc il se passe des choses. Et puis surtout, on a réussi à convaincre le client, en l'occurrence c'était Pierre Fabre, de faire un webinar de lancement avant. J'aurais adoré que ça soit une conférence en présentiel, ça a été un webinar de lancement. Et la 3e étape que je dirais, si t'as pas de présentiel, même si je milite encore, et c'est pas que je milite, c'est que évidemment la force du présentiel, elle est structurante. Dans un parcours idéal, tu vois, je commencerai par le présentiel, je ferai donc présentiel en mode événement, on lance, voilà pourquoi c'est important et pourquoi le groupe a choisi aujourd'hui de vous embarquer dans un parcours intelligence émotionnelle, ça je le ferai en présentiel. Ensuite, tu fais du e-learning, tu fais des classes virtuelles et tu clôt par soit un événement et ou des classes, le lancement d'une communauté de pratique et d'une communauté apprenante. Donc tu le fais lors de l'événement, c'est pas juste un événement pour clore, c'est un événement à la fois pour clore une étape et en même temps pour ouvrir et dire maintenant ça vous appartient. Et maintenant, par exemple, on va travailler une start-up, par exemple, solution techno de communauté de pratique comme We Are Peers, et on va monter, et du coup, on va vous embarquer, tu vois. Donc l'outil est là, on commence à constituer des groupes pendant l'événement, etc. Et on les embarque, on leur fait vivre une première expérience avec We Are Peers en physique, alors que c'est en virtuel, et ensuite à eux de continuer de s'intéresser au sujet et de se donner des rendez-vous réguliers pour se dire ok, tout ce qu'on a appris, là j'ai essayé de le tester, ça n'a pas marché, ah bah ça je l'ai testé en réunion, ça a hyper bien marché, à un moment donné j'ai eu un conflit avec une personne, voilà comment j'ai fait, etc. Merci d'avoir partagé cette secret sauce, c'est hyper intéressant. Je propose on passe au futur des RH et du management. Oui, Alors, c'est un sujet très vaste, c'est ouais, surtout ouais. le titre de votre livre, alors que tu as coécrit avec Emmanuel Vivier, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux, alors au-delà de nous parler du contenu, enfin, on va y revenir Mm. ensuite, mais peut-être la genèse du projet, comment ça s'est mis en place? L'ouvrage, pour ceux qui l'ont pas sous les yeux, est particulièrement touffu, enfin j'allais dire très 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 riche, un bon pavé. Comment
comment est venue l'idée et surtout comment vous êtes organisé pour sortir un ouvrage, j'allais dire un répertoire, c'est pas un répertoire, mais c'est très très riche, ça couvre énormément de sujets liés au management Ouais. et aux ressources humaines. Alors, en fait, ce qui nous a énormément impulsé, c'est l'expérience TF1, parce que c'était vraiment pour nous un laboratoire, mais d'envergure en fait, parce qu'on a quand même formé plus de 1000 collaborateurs chez TF1 sur 2 ans et demi, et on continue à en former. Le Connect existe encore pour les nouvelles personnes qui viennent d'intégrer le groupe il y a moins de 2 ans. Et puis, on a lancé, avant d'avoir l'idée de l'ouvrage, on a lancé un cycle d'événements RH et management au Web Institute. Donc, on a dû couvrir une vingtaine d'événements avec Emmanuel. On a créé 3 cycles avec des thèmes. Il y avait 6 thèmes à chaque fois. Et on a évidemment beaucoup échangé avec nos intervenants qu'on choisissait. Moi, je faisais des appels à candidature sur LinkedIn. Donc, on a vraiment eu des panels hyper riches d'horizons différents, à la fois d'experts, à la fois de personnes sur le terrain. À un moment donné, on a eu le patron de la maternité des Diagonesses. Enfin, voilà, on a eu une richesse de contenu incroyable. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de toute cette richesse? On s'est dit, un ouvrage, ça semble une bonne idée. Donc, dans l'ouvrage, tu retrouves à peu près 30% d'interviews. Tu as au moins 10% de schémas et d'illustrations quand même, il y a de la couleur. Il est en quadrichromie, l'ouvrage. Il n'est pas colorié. Il n'est pas colorié. Et voilà, donc la jeunesse, c'est finalement toute cette richesse. Tu vois, on a dû rencontrer, je sais pas, entre 300 et 500 personnes à nous deux avec Emmanuel qui œuvrent dans les RH et le management. Et voilà, ça nous a beaucoup nourri, en plus évidemment de la littérature, des podcasts, des racines, parce qu'on parle quand même de l'histoire. On nous a pas attendu pour créer des modèles sur les RH et le management. Voilà. Et donc nous, ce qu'on s'est juste permis, c'est de structurer une matrice, et en fait, ça structure vraiment l'ouvrage en 4 parties, et de dire la réussite aujourd'hui, autant d'un point de vue performance que d'un point de vue épanouissement au travail, c'est un duo management RH, avec évidemment le soutien de la tech derrière, bien sûr, mais ceux qui lead, ceux qui embarquent, ceux qui fédèrent, c'est RH et manager main dans la main. Avec 4 dimensions, la dimension business accélérateur, avec une culture partagée, la dimension et des postures managériales partagées, par exemple, valeurs, culture, posture, un côté entrepreneurial, donc comment tu l'incarnes, enfin encore de façon très concrète dans ton entreprise, une dimension socio-coach pour accompagner justement avec des nouvelles façons de penser, de décider, de prendre des chemins, d'agir, que ce soit le design thinking, que ce soit les méthodes agiles, et puis évidemment l'intelligence émotionnelle, et puis la dernière dimension, bien sûr, techno-agile, comment tu intègres la techno comme facilitatrice de tes process, facilitatrice de la performance de ton organisation. À chaque fois, quand je parle performance, c'est bien sur les 2 terrains, business et épanouissement. Donc je comprends très bien qu'effectivement, à la base, c'était plutôt un cycle de conférences. En tout cas, vous faisiez intervenir. Il y a le projet TF1, cycle de conférences. Et donc, du coup, dans la création de l'ouvrage, comment ça s'est passé? Vous aviez des notes partout, vous êtes répartis des sujets, vous Très aviez bonne un comité question. édito Très bonne En fait, question. Ouais, tout à fait. Alors, dans la recette, déjà, tu as un duo qui se complète. Emmanuel, c'est un passionné de la tech. Moi, je suis une passionnée de l'humain. Et ça, c'est nos dominantes et nos passions. En même temps, j'adore la tech, et en même temps, Emmanuel, il adore l'humain. Mais voilà, on a quand même 2 ancrages avec un prisme. Chacun, on est hyper complémentaires. Quand tu nous vois sur scène, c'est flagrant, je pense, même dans les postures, etc. Deuxièmement, on s'est isolé. On s'est isolé 2 fois. La première fois, 8 jours. Donc là, vraiment, on a construit le plan, on a construit la matrice. Elle arrivait assez vite parce que on avait déjà répondu, tu vois, à des appels d'offres, et il y en avait un qui nous avait largement inspiré. Donc en fait, la matrice, il nous manquait une lettre, mais on l'avait déjà, tu vois, plus ou moins. Donc assez vite, la première journée, fin de la première journée, d'ailleurs, on était étonnés tous les deux de se dire, bon, c'est bon. On a nos 12 chapitres, on a nos 4 sections. Et à partir de là, on s'est réparti les chapitres. Donc les 8 jours, on est vraiment restés ensemble pour vraiment se concentrer et puis se motiver l'un et l'autre. On se partageait évidemment les ressources. Donc Emmanuel a beaucoup de veille, fait beaucoup de veille. Moi lui il fait une veille URL et moi je fais une veille
Off, tu vois. Donc moi, c'est les magazines, sciences humaines, tu vois, voilà. Les podcasts hyper longs, voilà. Et lui, c'est plutôt les articles, les études de référence, etc. Et moi, j'étais aussi pas mal plus dans l'historique des RH, quand lui, il était dans le futur de la tech, tu vois. Donc, je te laisse imaginer qui a écrit le chapitre sur l'intelligence artificielle et qui a écrit le chapitre sur l'intelligence émotionnelle. Voilà, on s'est répartis nos 6 chapitres, on s'est revus encore et on s'est réisolé une deuxième fois 6 jours, tu vois, 6 mois après. Et puis, bah, entre-temps, chacun avançait sur ses chapitres et dès qu'un chapitre était terminé, l'autre personne le relisait, apportait ses commentaires sur Drive et voilà quoi. Et au fur et à mesure, on a avancé comme ça. Il y a eu toute la période des interviews aussi. C'est ce que j'allais Euh, dire. Comment tu cales les interviews là-dessus? C'est t'écris ton chapitre, tu dis ah tiens là faudrait que j'aille interroger un tel sur sujet, ou alors il m'a déjà parlé de ça, faudrait que En fait, je l'enregistre. alors, on savait qui on voulait interviewer. On a écrit les chapitres en sachant à peu près, parce que on en connaissait du monde, tu vois, on les avait vus, toutes ces personnes déjà en conférence. Donc, on savait dans quel chapitre elles pouvaient être et comment elles allaient pouvoir compléter, enrichir notre propos. Donc, en fait, on a fait les interviews en dernier, je t'avoue. On les a Ok. fait, tu vois, juste. Alors dans le cycle, on est sorti février 2020, donc le livre il a été envoyé en septembre 2019 à l'éditeur. Les interviews, on les a fait entre mai et juillet 2019. Tu vois, c'était vraiment, on les a ensuite intégrés à l'intérieur. Les schémas, ils avaient été conçus pendant l'écriture de l'ouvrage. Et puis, bah, les BD, on les a demandés au fur et à mesure à notre illustrateur Éric Tartret. Voilà. Merci beaucoup de partager parce que moi je trouve ça fascinant et ce que je retiens aussi c'est le côté un peu tout est dans tout, c'est-à-dire que tu t'es pas levé un matin en disant je vais écrire un bouquin et je commence à écrire directement. Non. C'est l'accumulation de choses que tu as vues qui font qu'en fait au moment où tu décides de commencer à écrire, tu as déjà peut-être le plan peut-être complet dans la tête et C'est vrai, 30% dans des notes à c'est droite à vrai, gauche quoi. exactement, c'est vrai. Ça, je trouve ça assez intéressant. Alors là, on a parlé de la construction du livre. Oui. Il est sorti, je crois, juste avant Ah oui, le juste avant. confinement. Un mois avant, le 6 février 2020. J'imagine qu'il y a enfin bon, qu'il y a des choses qui ont pris comment dire, un prisme différent avec ce contexte global. Plutôt, j'ai l'impression pour l'avoir plus que feuilleté, mais en tout cas, j'ai pas tout lu encore. Il y a des choses qui résonnent d'autant plus aujourd'hui. C'est quoi la vie de ce livre aujourd'hui? Est-ce que ça, je sais pas si ça vous a ouvert des portes, je sais pas si vous en parlez, mais globalement, comment vous l'utilisez ou en tout cas comment vous le faites résonner Mm. dans le contexte actuel? Alors concrètement, ça assoit évidemment notre expertise, hein. Un livre en France, c'est un peu comme un podcast, hein. Un podcast maintenant a à peu près le même impact qu'un ouvrage. Donc en tant que conférencier, tu as une forme de légitimité que tu acquiers naturellement, enfin naturellement, avec du travail donc quand même et avec tout ce que je viens de vous raconter. En y passant un petit peu de Voilà, temps. oui, voilà, on y passe un petit peu de temps quand même. Et en ayant fait 2-3 trucs, avant quand même au passage. Donc voilà, tu vois, ça vient en fait moi ça a été à la fois, ça a clos un cycle de mon aventure entrepreneuriale et en même temps, ça a ouvert un autre. En fait, j'ai clos quelque part le côté très formation et j'ai complètement ouvert le côté conférencière et puis même auteur, tu vois. Aujourd'hui, je suis plus sollicitée aussi pour écrire des contenus autour de ces thèmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est modélisant. C'est-à-dire qu'en fait, si tu vois, la matrice BEST est modélisante, tout le monde s'y retrouve. Globalement, on a quasiment oublié aucun sujet. Donc déjà pour les RH, c'est assez rassurant de se dire, ok, je sais que j'ai tous ces sujets à couvrir. Et ensuite, tu peux rentrer chapitre par chapitre à l'intérieur de chacune des 4 parties. Et c'est modélisant parce que tu vois, les 4 P par exemple, qui est un schéma sur les 4 P, les nouvelles façons de travailler. Vraiment, l'apport de ces schémas, il est toujours valable. Covid, pas Covid, pandémie ou pas, tu vois. Les 4 P des nouvelles façons de travailler, c'est de dire, il y a des process et des outils, il y a le P des espaces physiques, alors on aurait pu rajouter le H, physique et hybride, ok? C'est le sale, tu vois, c'est des petites choses en fait. Mais ce qu'on a fait, Ouais. malgré effectivement une intensification du télétravail, parce que quand on a sorti le livre, on était 4% en télétravail, autant dire que c'était pas du tout un sujet, autant dire que je pense qu'on a même pas une demi-page sur le télétravail, voilà. Mais en revanche, on a toutes les pages sur comment travailler, c'est quoi la posture managériale, tu vois, qui sont un peu au cœur du sujet du télétravail. Le télétravail, pour moi, c'est un cheval de Troie, en fait. Hein. Enfin, tu vois, c'est juste Oui, la coque, en fait. j'utilise le terme de révélateur qui vient de la Tout photographie, à quoi. fait. C'est juste que
Voilà. C'est ce qui ça te est, confronte vraiment au sujet, quoi. oui, ou sinon c'est l'image de l'iceberg, tu vois. C'est ce qu'on voit au-dessus. Mais en fait, ce qui est en dessous, c'est juste énorme, en fait. Hein. On doit être autrement. On doit raisonner autrement avec les autres. On doit entrer hors relation différemment avec soi. Plus d'empathie aussi, de bienveillance avec soi, déjà, pour commencer. Et puis, du coup, on l'aura plus pour les autres. Donc, le thème de la connaissance de soi, tu le retrouves à travers le livre, malgré tout, même s'il a été écrit, tu vois, avant la pandémie. Donc, il reste aujourd'hui très modélisant. Je finis quand même sur les 4 P, sinon il manquera une histoire. Donc, process et outils, espace physique, je rajouterai hybride. Posture, donc le P de posture managériale et le P de connaissance personnelle que j'ai pas mal décrit. Très clair. J'ai encore 2-3 questions Oui. qui sont un peu plus éloignées du livre ou ton actu. C'est plutôt des questions que je pose à chaque fois. La première est celle-ci. Comment toi, tu apprends? C'est quoi tes routines d'apprentissage? C'est quoi ton moteur d'apprentissage? Quand on t'écoute, et ça fait 35 minutes qu'on se parle, on sent une grande curiosité. C'est quoi tes petites recettes ou les choses auxquelles tu fais particulièrement attention? Alors, le mot routine dans ma personnalité est un problème. Moi, en fait, j'ai beaucoup, comme voilà, je parle de la connaissance de soi parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Donc, dans les familles de motivation qui ont été développées par Jacques Fratin, qui est la méthode de l'ANC, l'approche neurocognitive et comportementale, moi, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps. J'adore le changement. Et quand même, je fais le test de Gallup, un de mes grands talents, c'est learner. Donc, moi, déjà, j'ai ça en moi. Donc, je le dis parce que c'est un talent naturel. Il vaut beaucoup, mais je l'explique si certaines personnes n'ont pas forcément un talent naturel. Donc moi, j'ai pas de routine en fait. C'est tout est apprenant pour moi. Tu vois, je vais à une exposition, je vais faire une connexion avec un sujet. Je passe mon temps à faire des analogies en fait. Je trouve que le pouvoir de l'analogie dans des contextes aujourd'hui incertains est rassurant. Tu vois, quand tu as des choses à expliquer, de prendre des images que tout le monde connaît, que ça soit issu d'une expo, d'un extrait de Jean-Paul Belmondo. Tu vois, par exemple, là, je commence une conférence en ce moment avec Jean-Paul Belmondo qui apprend à dire bonjour à Anconina dans Itinéraire d'un enfant gâté. Tu vois, Je vois. Ouais. ce moment magique. Mais là, tu es en train de me dire au revoir. Donc, voilà, tu vois, j'essaie d'aller. Tout est inspirant, tout est apprenant. Après, je trouve que les podcasts sont de plus en plus apprenants. J'aimerais avoir encore plus de temps pour les écouter. Aujourd'hui, ça m'alimente beaucoup. Et ce qui m'alimente aussi, si je dois te citer des revues, tu vois, par exemple, Philosophie Magazine m'alimente beaucoup. Je suis pas abonnée parce qu'il y a certains titres, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est moins dans mes sujets, voilà. Donc c'est sûr qu'aussi, par contre, je me concentre sur les sujets qui m'intéressent. Je pense que j'ai accepté au bout d'un moment de dire, ok, je peux pas être sur tous les fronts, donc je peux pas continuer à être au taquet des informations de la tech et au taquet des informations sur la connaissance de soi et l'humain. Donc j'ai choisi. Tu vois, à un moment donné, j'ai fait la bascule, hein, puisque initialement j'étais plus dans la tech, hein, enfin en tous les cas, Martech, quoi, marketing tech. Bon, c'est vrai que ça, voilà, à un moment donné, voilà, faut te concentrer aussi. Et après, ce qui est très apprenant, c'est le contact avec les jeunes. Tu vois, là, je sors d'une formation pour aider les jeunes à s'orienter professionnellement. Je trouve, j'ai eu l'occasion, j'ai toujours fait, je suis toujours intervenue depuis 8 ans. Tu vois, je suis intervenue au MBA, DMB, Digital Marketing Business de l'EFAP, par exemple. Les questions qu'ils posent, les réactions qu'ils ont sont d'une richesse incroyable parce que ça vient te donner un miroir et une facette que t'as pas forcément vue de ton sujet parce que voilà, je vais bientôt avoir 50 ans, que moi je suis dans le digital depuis 97, mais en même temps, non, j'ai plus 17 ans, quoi, ni 22 ans. Voilà, j'ai aussi pas mal accompagné des étudiants de l'EDEC. Les jeunes sont hyper apprenants. Voilà, si t'es encore capable de te remettre en cause parce qu'un jeune te met une remarque et tu dis, ah ouais, je m'étais jamais posé la question comme ça. Attends, je réfléchis. Là, t'apprends, quoi. Très clair. Et effectivement, j'aime bien ta réponse sur l'absence de routine et le côté euh, curiosité dans tout. Et tu l'as très bien conclu en disant effectivement, il y a quand même un sujet, c'est faut se focaliser sur un spectre limité de sujets, sinon tu n'avances pas, quoi. Et sinon, Tu te disperses, c'est volatilisant et c'est pas apprenant. Tu sais, c'est la fameuse stat, il faut 10 000 heures pour devenir expert d'un sujet. Bah voilà, ouais. le problème c'est que si tu as fait 2000 heures par-ci, 2000 heures par-là, 2000 heures par-là, tu t'arriveras pas à vraiment à une sorte de
une forme de maîtrise quand même, tu vois. Je me sens de plus en plus à l'aise là-dessus. Puis en plus, j'ai la connaissance de soi. Quand tu as déjà travaillé sur toi, tu as une forme d'humilité aussi, parce que une phrase qu'on n'a pas encore dite quand même, qui est super importante, c'est que l'idée, c'est plus d'être sachant en fait. Hein. L'idée, c'est d'être apprenant. Vraiment, on n'est plus dans le siècle du savoir. Donc, c'est comment, avec beaucoup d'humilité, tu continues à transmettre. Moi, à chaque fois, je me donne comme clé d'entrée dans une conférence, comment moi aussi, je vais encore apprendre des autres. Comment je vais, en posant quelles questions, tu vois, dans l'audience, en ayant quel type d'échange, voilà, j'arrive dans cette posture où, bah, bien sûr, les personnes qui sont en train de m'écouter, elles ont des choses à m'apprendre aussi, tu vois. Donc de moins en moins, je fais des conférences où je suis toute seule à parler. Enfin, de plus en plus, moi, je dis à mes clients ou mes futurs clients, quand c'est des prospects qui m'appellent, conférence atelier, on peut en parler. Très clair. Alors, je vais quand même faire appel à ton cerveau de sachante D'accord. encore quelques Ok. instants. Peut-être question un peu plus en ouverture, quel type d'initiative ou quelles initiatives tu vois en ce moment sur des sujets learning, apprentissage au sens large, alors que ce soit avec effectivement des étudiants ou des collaborateurs. Est-ce Mm. qu'il y a des choses que tu as testées ou que tu as vues, que tu aimerais tester, qui te Alors, semblent aller dans le ouais. sens de effectivement l'organisation apprenante? Alors, j'ai plein d'exemples. Je vais en citer quelques-uns parce qu'ils sont sur plusieurs prismes. Tu as le prisme déjà de l'organisation. Chez Thales, ils ont réuni les équipes coach agile, donc spécialistes des méthodes agiles, et les équipes du learning. Ça doit pouvoir faire des choses très très bien, je pense. Chez Orange, ils viennent de créer, alors comment ils ont appelé ça? Le congé respiration, je crois. Ou si tu as, alors je sais plus si c'est 15 ans ou 20 ans d'ancienneté, puisqu'il y a beaucoup de fidélisation dans cette entreprise, tu as le droit de partir 1 an et de revenir à ton poste. Et tu pars 1 an, soit tu deviens formateur, enseignant, soit tu vas dans une start-up, soit tu vas dans une action bénévole. Voilà, tu as toujours une partie de ton salaire qui t'est versée. De mémoire, c'est 70%. Enfin, toutes les conditions, je les ai pas là sous les yeux, mais ça, c'est hyper apprenant. Et t'imagines ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise, elle accepte d'être quittée par ses collaborateurs pendant 1 an. T'imagines le travail sur elle que l'organisation a quand même fait pour se dire, bah oui, bah s'ils partent, ils reviendront. Et s'ils reviendront pas, bah c'est pas grave s'ils reviennent pas. Tu vois, c'était comme ça, voilà. Mais quand ils reviennent avec l'expérience qu'ils ont eue ailleurs, mais ils ont un nouveau regard neuf sur l'organisation. Parce que le problème de tout apprentissage, c'est que quand tu es mis dans une organisation sur un sujet, sur une mission, bah forcément, tu vois moins les choses que n'importe quelle personne qui arriverait avec un regard neuf, comme un stagiaire, par exemple. C'est là où les étudiants, nos alternants sont hyper importants. Ils nous disent des trucs qu'on voyait même plus, mais il faut les écouter. Faut pas se dire qu'ils arrivent là avec leur esprit critique du haut de leurs 3 pommes, mais pas du tout. Écoutons-les, ils sont hyper apprenants. D'autres exemples que je pourrais donner, il y a toujours un projet que je suis un petit peu, c'est Skillib d'Engie. Ils ont créé une plateforme, en fait, c'est une solution de mobilité temporaire. Donc, en tant que collaborateur, tu peux postuler. C'est un peu ouais, tu postules à des missions qui sont en ligne. Tu peux aller 4 mois dans un service au 3/5e. Il faut évidemment derrière que ça soit validé par ton manager, mais c'est hyper apprenant aussi d'aller dans une autre équipe pendant un moment donné, je trouve. T'as aussi ce que fait le MBA là, dont j'en parlais tout à l'heure, Digital Marketing Business là à l'EFA. Ce qu'ils font, parce que le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner tout de suite après. En fait, ils leur font faire dans les entraînements et les exercices qu'ils ont à faire et qui sont notés. Ils ont une masterclass à organiser en équipe. Ils sont 5. À chaque fois, c'est un sujet de transfo, donc je te dis n'importe quoi, transformation digitale de la culture, transformation digitale des musées. Voilà. Et tu dois faire une masterclass alors que tu es encore en train d'apprendre des choses. Effectivement, hyper clair, et tu sens que ça décloisonne un peu les organisations, quoi. Ça Exactement. désilote et ça décloisonne. Exactement. Et après, juste quand même, je finis par un exemple qu'on connaît toutes et tous, parce qu'il n'y a pas de révolution. Moi, quand on me pose la question, est-ce qu'il y a une révolution d'apprentissage? Non, enfin, c'est pas une révolution. Il y a des choses. Alors oui, il y a une révolution parce que maintenant on a des outils, parce qu'il y a des choses qu'on pouvait pas faire avant. Voilà. Et je trouve que c'est assez révolutionnaire ce que fait Orange aussi, tu vois, qui n'a rien à voir avec un outil. Mais tu as aussi des choses toutes simples qui fonctionnent encore très très bien, qui existent depuis la nuit des temps. Ça s'appelle le mentoring. Enfin, c'est le mot anglais, mais vous avez compris. L'échange entre pairs. Tout ça, ça fonctionne. Et tu peux faire des échanges entre pairs, entre différentes entreprises qui sont voisines, par exemple. Tu vois, tu as eu des initiatives il y a des années qui existent encore entre plusieurs entreprises d'ici les Moulineaux.
Donc Effectivement. c'est super. Voilà, il y a plein de choses à faire. Bah, merci beaucoup, Caroline. On arrive sur la fin de ce format. C'était très riche. On a parlé vite, donc Oui, je pense que c'est super. Une petite pensée pour les gens qui ont l'habitude d'écouter les podcasts en vitesse 1,5. moi je fais Je pense toujours qu'ils vont, ça. ils vont, Je fais ils vont toujours ça. saigner des oreilles. Oui, c'est Ils vrai. et elles vont saigner des oreilles. Non, mais en tout cas, super riche. Merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'ai une toute dernière question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller d'interviewer sur ce format-là, Learning by Doing? Quelqu'un qui pourrait nous apprendre des choses, peut-être d'un univers différent, un conférencier, une conférencière que tu suis, que tu as vu, que tu connais? Alors oui, plutôt quelqu'un, d'indépendant, pas forcément, ouais, plutôt quelqu'un d'indépendant. Moi, je te recommanderais, je pense qu'elle aurait plein de choses à dire là-dessus, avec un prisme différent, parce qu'on vient d'univers complètement différents. Je dirais Sabrina Bouraoui. Ok, très clair. Bah écoute, on va la contacter tout de suite après cet enregistrement pour savoir si elle serait d'accord pour nous parler, pour discuter avec nous. Je te remercie encore une fois, Caroline. C'était super intéressant, super riche, et j'espère que ça va aider nos auditeurs et nos auditrices à trouver des clés sur leur démarche learning ou sur le développement de l'apprentissage dans leur vie au quotidien. J'espère aussi. Merci à toi. Ben, je te dis à bientôt, je dis à bientôt à tout le monde pour un nouvel épisode. Merci Baptiste. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.